Bonjour, ici Roger Drolet sur les ondes de CFOM et j'accueille aujourd'hui mon ami Luc Delisle, qui est un vieux routier de la radio, évidemment, qui est aussi vieux que moi en termes qui a autant d'expérience que moi. En fait, parce que je pensais que tu te fiais à mes tempes grises. Bourlinguer, ben moi aussi, j'en ai un petit peu. Mais on a travaillé ensemble, évidemment, à CFLS dans les belles années, la grande époque. Tu as travaillé dans plein d'autres stations, moi aussi, mais on n'est pas ici pour me parler de moi. Là. On est ici pour parler de toi. Tu es un peu plus jeune que moi et tu es arrivé beaucoup. Et tu es arrivé au moment où, évidemment, l'envol de CFLS était vraiment pris. Oui. Tu peux me raconter dans quelles circonstances t'es arrivé, quel âge t'avais et quelle vision t'avais de j'étais, en bon français, j'étais un petit cul, là. Je venais d'avoir 18 ans. Puis, je commençais aussi à faire de la radio à CJVL, à Sainte-Marie-de-Beauce. Et quand je terminais mon chiffre à CJVL, la nuit, je revenais à Québec. Mes parents habitaient à Québec, puis je m'en venais, puis j'écoutais CFLS, gros comme le bras dans mon auto. Puis je voulais un jour rentrer là parce que je voyais que c'était là que ça se passait. L'équipe était là, l'ambiance était incroyable. Je me disais, il faut que je rentre là un jour. J'y ai cru tellement fort qu'à un moment donné, en revenant de CJVL, j'arrête, en plein après-midi, j'arrête à CFLS, puis on m'ouvre la porte. C'est Mario Paquin qui me reçoit. Je dis, Mario, salut, enchanté. J'aimerais rentrer à CFLS un jour pour faire du micro. J'ai pas d'expérience, tout ça. Mario me dit, parfait, tu rentres à soir. Exactement comme dans les films. Mario me dit, tu rentres... C'est pas arrangé ce que tu nous racontes là. Ah non, c'est vrai, c'est arrivé. Oh, oui, c'est arrivé. Tu viens de la date? La date exacte, je peux dire, c'est en janvier 1978. OK, ben c'est bon. Et on accepte ta réponse. Ouais, et puis, à ce moment-là, regarde, t'es pas nerveux d'abord, t'entres en onde tout de suite, puis t'as pas d'expérience du tout, puis t'es dans la grosse boîte de Québec qui diffuse pas fort, mais qui est écouté, ça n'a pas de bon sens. Alors là, je peux dire que... Mais il y avait quand même quelqu'un pour t'indiquer comment la console fonctionnait, comment ça se passe. Denis Langlois. Denis Langlois. Montrer comment ça fonctionnait. Un excellent coach. Exact. De nuit Langlois. Denis, on l'a surnommé Denis Langlois, effectivement. Alors, pour les gens qui ont toujours rêvé, parce que nous, on a eu la chance de faire de la radio, on peut en faire encore, la preuve. Il y a des gens qui, depuis toujours, ont toujours voulu faire de la radio, mais quelle image avais-tu de nous qui étions les vieux, qui étions déjà aux commandes? Est-ce que tu peux décrire ça? C'était quoi? Je te dirais que c'était une grosse famille qui se permettait n'importe quoi, qui se permettait... La folie? En rapport avec la musique, la folie, exact. Je sentais vraiment, étant de l'extérieur, je sentais que tout le monde se tenait et puis, je sais pas, tout le monde vivait à fond de train, faisait passer ses émotions en ondes, vivait à fond de train la musique qu'il entendait, le feeling, c'était incroyable. Roger, je me souviens, à mes tout débuts, quand je commençais à CFLS, je ne vivais que pour la radio et je faisais comme tous ceux qui ont commencé. Au début, j'écoutais les stations américaines parce que ça rentrait facilement, l'AM, en fin de soirée. Hein. Et puis, assez que j'allais passer mes vacances à Wildwood, j'allais à New York avec des copains, on se ramassait à Miami, à Old Orchard. Je pense que ça a été... ça m'a donné un grand coup quand je pitonnais à Old Orchard. Je pitonnais un soir et j'essayais d'écouter toutes les stations de radio américaines. Et à un moment donné, j'entends une pièce francophone et je me dis « Ah! » Une chanson francophone qui passe dans une station américaine. J'entends par la suite une identification, c'était ma station, c'était CFLS, wow, qui se perdait dans les ondes, qui se perdait à Old Orchard. Et là, j'étais fier. J'étais aux États-Unis, puis ma station de radio CFLS rentrait gros comme le bras. C'était Jack Roy qui était en ondes et qui parlait de CFLS. C'était incroyable. À plus tard, Luc. Roger Drolet en compagnie de Luc Delisle à CFOM. Le Disco Boy. Ça fait du bien de dire ça, hein? Oui. CFOM. Pratique-toi un peu. Ça ressemble... Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de radio, Luc. Hey, écoute, il y a des bons souvenirs quand même qu'on a parce qu'on était sollicités pour aller animer. Ça a l'air fou de dire ça, hein, je veux dire. Mais on était sollicités. Ils s'arrachaient notre présence dans les bars. Faut croire toi, que... surtout. Ben, non, mais c'est parce qu'on attirait des gens. Il y a souvent des auditeurs actuellement là, qui se souviennent très bien d'être venus parce qu'on annonçait tel bar. Et je pense que tu t'es donné la peine de faire une petite liste. C'est vrai, quand j'ai fouillé dans les archives. Là. Ben oui, exactement. Alors, il y avait toute une série de bars qui n'existent plus aujourd'hui où on allait, puis parce qu'on y allait, on faisait de la publicité et tout le monde venait, puis on rencontrait une faune là, extraordinaire. Puis, à un moment donné, je reçois un téléphone chez moi, c'est Éco-Vedette à Montréal qui me demande de signer une chronique sur les bars, les discothèques à Québec.
Alors là, il fallait que je fasse la tournée, il fallait que j'aille. C'était pas une tâche vilaine, normalement bien, mais faire la tournée de la limousine. Non, le trip, c'était de reconduire en sortant. Effectivement. D'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours impressionné chez toi, Roger, c'est que moi, étant donné que je travaillais en fin de soirée, donc je pouvais rentrer un petit peu plus tard. Ouais. Mais toi, tu étais en onde le lendemain matin à 9 h le matin. Oui. Et tu nous suivais à 2-3 heures du matin. Tu étais avec nous dans les bars. Et puis, il y a des fois, on t'a ramassé une couple de fois. Et ce qui m'impressionnait, c'est que mon Roger, le lendemain matin à 9 h, ne s'enfargeait jamais. Il était clean en ondes. Et ça m'impressionnait. Moi, j'arrivais à 10 h le soir, puis j'étais encore sur les vapes. Ouais, c'est rien, ça. L'année d'avant, avant que tu arrives, j'étais morning man. Donc, je me couchais jamais. Dis-moi donc, nomme-moi donc des bars où on allait. Ben, regarde, c'était l'époque de la limousine. La limousine au Carré Diouville, et il y avait un concours que j'animais, notamment le concours de sosie et de Miss Bikini. Oh. Je pense que c'est un des concours où tous les animateurs de la station étaient présents ce soir-là. C'était où ça? À la limousine. Et c'était C'est devenu par la suite le Chouclac déchaîné. C'était au-dessus du Pizza Laurentien ou Diouville. Pizzeria Diouville à l'époque. Parce qu'il y en a eu un autre aussi sur le boulevard Laurier. Là. J'ai oublié le nom du bar. Le 2780. Il y a eu le Trait d'Union. Non, c'était pas là non plus. Il y en a un autre. Je perds la mémoire. Trop vieux. La Vaux Brasse, ça a été une grosse période en 78-80. Ça a dépassé un peu les années 80 aussi. Le V13. Et le vendredi 13. D'ailleurs, Roger, je pense que tu auras peut-être quelque chose à nous raconter, une bonne anecdote. Non, je ne souviens pas. Non, les gilets mouillés, est-ce que ça dit quelque chose? Ça, tu te trompes de bar. C'était au Balzac. C'est vrai, ça a commencé au Balzac. J'ai animé, mesdames et messieurs, le premier, semble-t-il, en Amérique du Nord, je ne sais trop, en 78. La télévision américaine était là. Tout le monde. Alors, j'ai fondu. Je n'étais absolument pas préparé à ça. Le premier concours de T-shirt mouillé, imaginez. Moi, animer ça. On ne voyait pas. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé pour faire ça. J'ai eu aussi des belles soirées au Balzac. C'était l'invitation de Roger. J'invitais toutes les femmes à venir toute la soirée. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. On tenait à moi pour attirer les femmes. Je ne comprends pas, toujours aujourd'hui. Alors, il y en a plein d'autres. On a sûrement rappelé des bons souvenirs. Bien sûr. Il y avait la disco roll. Le disco roll aussi, c'est la grosse mode du patin à roulette avec les 4 roues, pas les roues alignées comme aujourd'hui, mais c'était la grosse période où on allait animer chacun notre tour à disco roll, la roulatech, etc., tous ces endroits-là. C'est des bons souvenirs à se rappeler. Ça. Roger Drolet, toujours en compagnie de Luc Delisle. Ça, c'est une imitation de moi-même. Alors, il ne savait pas, mais c'est Luc qui m'imite. Ah oui, ça, on l'a fait pendant des années, l'imitation de Roger. Luc, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui se demandent qu'est-ce qui peut bien se passer dans une station radio quand le micro est off. Tu sais, parce qu'on parle pas tellement. Il y a beaucoup de musique, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent les pouces, ils lisent le journal. Qu'est-ce qui arrive? Mais est-ce qu'on peut prendre toute la fin de semaine pour en parler? Parce qu'on en aurait à raconter, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir se limiter à 2-3 minutes max. Des anecdotes. Moi, ce qui me vient en tête tout de suite, je pense, quand j'étais en onde, après une intervention, le technicien entre dans le studio, ici à CFLS, à l'époque à CFLS, et il me dit, OK, j'ai reçu le mandat d'ouvrir le mur en arrière pour installer des équipements électroniques dans le mur et je dois ouvrir avec la scie mécanique. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je viens de terminer mon intervention. Alors, le technicien arrive avec la scie mécanique. Tout à coup, j'entends « Paf !» Plus rien. Il avait sectionné tout le filage qui conduisait à la console là, et jusqu'aux tables tournantes et tout, jusqu'au système de transmission. Il ne se passait plus rien. Pendant 48 heures, on était hors d'onde à cause de ça. Ouais, mais une station de radio ne peut pas endurer d'être hors d'onde pendant 48 heures. Là. Absolument pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a fallu monter en vitesse une espèce de petit studio portatif sur roulette, quasiment, dans une roulotte mobile au transmetteur qui était pas loin d'ici. Et on a diffusé pendant, je pense, 48 heures de là, le temps de réparer tout ça, mais as-tu imaginé de rafistoler le fil numéro 1 au fil numéro 2 qui n'était même pas identifié dans le mur? C'était le bordel. Mais moi, j'ai vécu ça en direct, le feu d'artifice et la réaction du technicien, parce que c'est lui là, qui était le coupable. Et c'est lui qui devait réparer. On ne vous dira pas s'il a été congédié ou s'il est resté à l'emploi de la station. Je me souviens d'autre chose aussi qui m'a vraiment marqué, Roger. C'est dans les années, je dirais, à mes tout débuts, là, 78, 79, 80, quand les gens, les auditeurs, venaient faire leur propre demande spéciale en personne. C'est assez impressionnant. Ils le faisaient au téléphone, des fois. Ils le faisaient au téléphone, mais en personne. La fois où j'ai failli en manger une maudite, comme on dit,
je gardais toujours les fenêtres ouvertes, faisait chaud dans le studio en plein été. Et à un moment donné, j'entends pip, 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 pip. Alors, je sors la tête par la fenêtre, puis je vois 4 rockers dans un gros Duster boosté qui me disent « Fais-nous jouer du Led Zeppelin parce qu'on va aller te casser les 2 jambes! » Et là, les gars sortent des battes de baseball. Alors, je peux-tu te dire que tu fouilles dans les piles pour trouver du Led Zeppelin le plus rapidement possible? Ça a été assez marquant comme fait. Il y a d'autres types aussi, des farceurs qui s'amusent à rentrer dans les studios, à faire des peurs bleues aux gars qui sont en ondes, les faire rire. Moi, je me suis fait déjà, alors que j'étais lecteur de bulletins de nouvelles, enlever mes feuilles. Tu sais, le gars s'en va avec ça, mettre la main devant le bout quand tu es en train de lire le bulletin de nouvelles. Le verre d'eau froid glacé dans le cou. Etc. Est-ce que ça t'est arrivé de te faire tirer le poil des jambes? Non, moi, je l'ai déjà fait à quelqu'un d'autre. L'animateur qui était de nuit et qui gardait toujours la porte de son studio ouverte. Et alors en rampant avec un vieux masque que j'avais acheté dans un magasin de déguisement, tout un masque qui faisait peur, et en rampant avec le masque sur la tête, j'arrive en dessous de la console, j'attends que son micro soit ouvert, et je commence à lui tirer les poils des jambes, parce que c'était en été, puis il était en Bermuda. Faut que j'explique ça, sinon ça va mal paraître. Alors j'y tire les poils des jambes, et la réaction de l'animateur, j'ai failli le faire mourir sur place, parce que la réaction qu'il y a eu, c'est « Maman! » Puis il a revolé sur le mur en arrière. Là, j'ai dit, je suis peut-être allé un peu trop loin, mais j'étais fier de mon coup. En terminant, Luc, il y a aussi les fameux parties lorsque les codes d'écoute sortent. Ce qu'on appelle les parties BBM dans notre jargon. Alors, est-ce que toi, tu as un souvenir un petit peu de ce qui se passe dans ces parties-là? Non, moi, je me souviens pas de rien du tout. Et toi, Roger? Ben non, moi non plus. Oups. Roger Drolet en compagnie de Luc Delisle pour une autre intervention où on se rappelle des souvenirs, des très, très bons et des un peu moins bons, mais des bons moments de radio. En tout cas, Luc, il y a un événement, entre autres, moi, que je n'oublierai jamais, c'est l'assassinat de John Lennon le 8 décembre 1980, alors qu'on est un soir d'hiver, évidemment, et puis on est dans un contexte spécial. Toi, tu es en onde, en fin de soirée, et là, il y a un événement qui se produit qui te met au fait de cette nouvelle-là. Comment ça se produit? En fait, c'est ça. C'était en fin de soirée. J'étais en onde, puis il y avait toujours Daniel Beaumont, le directeur musical, qui travaillait très tard dans la discothèque, et il apprend au téléphone que John Lennon venait d'être tiré. Alors, il se tire sur la télé pour se le faire confirmer, et il voit sur une chaîne NBC, je pense, c'est inscrit au bas de l'écran, John Lennon vient d'être tiré, plus de détails plus tard. Et Daniel se présente dans le studio en vitesse avec cette nouvelle-là. Et il jette un coup d'œil en même temps sur la presse canadienne qui nous confirme que John Lennon vient d'être tiré. Alors, j'annonce cette nouvelle-là et nous sommes les premiers à l'annoncer en ondes. Personne d'autre avait pris connaissance de cette nouvelle-là. Et quelques minutes plus tard, en surveillant toujours sur le fil de presse cette nouvelle-là, on nous confirme quelques minutes plus tard que John Lennon venait de mourir à l'hôpital. C'est difficile à dire comment on peut se sentir, j'imagine, mais on peut en tout cas écouter l'extrait en question quand a annoncé le décès. Eh bien, mesdames et messieurs, tenez-vous bien. La mauvaise nouvelle, on vient juste de nous la confirmer, et l'ancien Beatle John Lennon vient de mourir. Il a succombé aux blessures qui lui ont été infligées ce soir à l'extérieur de sa résidence à New York par des coups de feu qui auraient été tirés par un déséquilibré. Je suis désolé de vous l'apprendre, la mort de John Lennon. Et en hommage à John Lennon, mesdames et messieurs, voici Starting Over Just Like. Beaucoup d'émotions. On te sent évidemment fébrile. Ouais. Là, c'est le branle-bas de combat, j'imagine. On fait tout pour fournir à l'auditeur ce qu'il réclame. Puis on n'avait pas beaucoup de moyens, parce que si on se fiait uniquement à la presse canadienne, ça sortait pas rapidement. Hein. Mais il y avait notre collègue à l'époque, Jack Roy, qui était avec nous, et on y avait dit, Jack, surveille les autres stations qui rentraient facilement. Surveille NBC, WABC, directement de New York. On les entendait souvent ici, on les recevait facilement. Et on disait, surveille tout ce qui se dit concernant John Lennon, résume-moi tout ça, puis viens me le porter en ondes. Et on va tenir les gens au courant là, à la minute près. C'est la suite des choses aussi, parce que dans la journée qui a suivi, moi, je sais que j'étais sorti le soir. C'est pas un lundi soir, on commence bien la semaine. On va faire la tournée. Il y avait un spectacle dans Network Mug. Je me dirigeais vers un bar de la rue du Trésor. Par la suite, je t'entends dire ça. Ouais. Là, évidemment, genre, on sort
une heure raisonnable. Et là, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Alors, tu crois pas ça, toi? Ben, moi, je crois absolument pas ça. Je me dis, c'est impossible. Ça ne se peut pas. Mais j'arrive chez moi et le réflexe, c'est pas d'aller me coucher, c'est d'écouter les réseaux de télévision américains, d'enregistrer tout ce qu'on peut avoir, de ne pas me coucher, d'arriver ici à 8 heures avant mon émission, de monter en même temps une émission spéciale, faire des entrevues, etc. Et ça a donné quelque chose de gros en ondes, en tout cas. Je pense que les auditeurs doivent s'en souvenir. Oui, on peut dire qu'on s'est reviré Saint-Dicenne, hein? On peut dire ça dans ce cas-là. Un beau moment de radio et une belle preuve encore du travail d'équipe de l'équipe de CFLS à ce moment-là. Et puis, ça m'amène à te parler aussi d'autres expériences, d'émissions dites plus fouillées que tu as pu mener par la suite en développant des thèmes précis. T'aimes ça, je pense. T'as toujours aimé. J'ai toujours aimé ça. À l'époque, il y avait beaucoup d'émissions de premier plan, les exigences du CRDC, et ça m'a donné le goût, effectivement, de préparer des émissions à thème comme ça. Et il y en a une dont je suis bien fier, c'est l'émission sur l'Halloween. On avait passé la commande, ça prenait une émission vraiment spéciale qui sortait de l'ordinaire pour l'Halloween, je crois, c'était en 1983. Alors, on se réunit, Daniel Beaumont, le producteur Jean-Paul Lemire, ainsi que moi-même, et on décide de monter une émission spéciale. On venait de recevoir un appareil, aujourd'hui c'est vraiment dépassé, mais à l'époque, on appelait ça un pitch transposer. Tu pouvais déformer la voix de n'importe qui dans cet appareil-là. C'était tout nouveau. On s'amusait comme des enfants. C'était pas dans le temps du AM stéréo, ça, hein? Il fallait en parler. Oui, effectivement. Quelle belle époque. Hein? Oui, mais il y avait des effets sonores. Ça n'a jamais levé. Mais pour revenir à ce système-là, le pitch transposer, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des voix graves et puis descendre énormément dans les basses fréquences. Et on s'est dit, on va faire peur au monde avec ça. Et je pense qu'on est en mesure de faire entendre un extrait de cette émission qui s'appelait... en fait, c'était l'émission sur l'Halloween, mais animée par un dénommé La Chose. Je suis la chose. Et je pourrais exercer mon pouvoir sur toute la bande, comme ceci. Mais j'ai préféré m'emparer de cette fréquence. Et personne ne pourra m'empêcher d'accomplir mon devoir. L'animateur de cette station de radio a tenté de m'intimider. J'ai donc pratiqué la métamorphose. OK, mesdames, messieurs, de retour en 1998. Et non, ce n'était pas Orson Welles que vous venez d'entendre. C'était peut-être un parent, le jumeau de Luc Delisle. Caché en moi, quelque part. Et puis, t'en ferais d'autres comme ça. Hein? Oh oui. J'ai bien aimé cette expérience-là. N'importe quand. Signe le contrat est ici. Ah oui? Le contrat est ici. Signé ici. Ben Luc, ça m'a fait grand plaisir de te revoir et de te parler en ondes. Et moi de même. Oui, je suis bien content de t'avoir revu, Roger.